Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie. Nous ne sommes plus au Festival de Deauville, mais croyez-moi, l'esprit du cinéma américain règne toujours sur cette émission. Esprit, je te convoque, es-tu là? Au sommaire donc, des films et des séries made in USA, avec notamment une déclaration d'amour à Matthew McConaughey et au film Free States of Jones, excellente leçon d'histoire sur un épisode méconnu de la guerre de sécession. L'héroïne du screen parfait, c'est la magnifique Diane Kruger pour une leçon d'actrice autour de son rôle dans The Infiltrator. Dans l'extra interview, le plus francophile des écrivains d'Amérique, Douglas Kennedy, partage avec nous, et dans la langue de Molière, ses goûts en matière de petits et de grands écrans. Et ça tombe bien parce que cette semaine, Madame et Série a décidé de nous raconter la relation que la série entretient avec le cinéma. Petit indice, elle l'aime vraiment très fort. Et tout de suite, on commence par une plongée dans la tête d'un jeune acteur qui trace sa route à Hollywood. Jonah Hill, devenu très sérieux et qui semble en avoir fini avec ses rôles de nerd agité. Il est loin le temps où Jonah Hill amusait la galerie dans des comédies à la Judd Apatow. Qu'on se le dise, Jonah Hill est un acteur sérieux. 2 nominations à l'Oscar du meilleur second rôle et des collaborations avec Scorsese, les frères Cohen et Tarantino ont donné de l'assurance à ce comédien particulièrement convaincant dans les rôles pleins d'excès. À l'image du jeune vendeur d'armes sans état d'âme qu'il incarne dans War Dogs de Todd Phillips. De la crédibilité, du sérieux, vous dis-je, car même en promo, Jonah Hill n'est pas vraiment là pour rigoler. Hello, hi, Jonah, how are you? How you doing? Hi, it's a pleasure. Dear Jonah, your character, Ephraim, is really an angel. He's manipulative, excessive, ready to betray his friends. He's totally obsessed with money. So why were you the perfect guy to play that part? I chose to play him just because I'm really interested in people who, you know, are morally questionable, I guess. I think, like, morality is very individual and personal, and I like to play characters that are kind of blur that line, and you kind of see where people kind of fall on their own spectrum of choosing where they kind of land morally, you know? Look, the Pentagon wants 100 million rounds of AK-47 ammo in the middle of a worldwide shortage. Where do you think they think that's gonna come from? A bunch of shady motherfuckers like that guy. This is the job. To do business with the people and places the U.S. government can't do business with directly. It's as simple as that. Your character is really a fan of Scarface. He's dressed like Tony Montana. I read that you were more a fan of The Goodfellas. Is that right? Yeah, I guess when I was growing up, I guess just Goodfellas was kind of the movie that made me want to get into filmmaking and making movies and stuff like that. You know, I think it was like a really dangerous blend of, you know, fear and humor and danger and all these really complex things that you couldn't really, like the tone would kind of shift from moment to moment of not knowing how you're supposed to feel, and I thought that was really interesting. They call guys like us war dogs, bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it. What kind of music did you listen on the set? Because I know you're a very big fan of music. Yeah, definitely. I listen to a lot of like vapid music, you know, like pretty shallow, like a lot of glossy hip hop music, and I love hip hop, so I don't categorize it all as like that. But this specific kind of Miami booty bass or drug dealer kind of music that was more about just making money and less about, you know, introspection, I would say. Even if this story took place more than a decade ago, what would you say it tells us about the United States or maybe about the young generation? I think it has to do with, you know, I think people are kind of, you know, especially, have you ever been to Miami? Yeah. Miami's kind of like a culture that is really based on kind of a hustle, you know, not necessarily in a negative way or a positive way,
but it's a place where sort of people land, a lot of people land in America for the first time from Miami, and I think there's this real idea of the American dream, and I think there's a lot of shortcuts there, you know? So I think the movie really is kind of about the corruption of the American dream. What is your own American dream? I guess to make movies. So, you know, maybe get to make my first movie, which I'm gonna do. So I guess that's my dream. Your first movie is gonna take place in the 90s, am I correct? What are you gonna tell us about those years? I don't know if you were what, it's 10 about or those 11, years. 10 or 12? Yeah, it's a coming of age film. So, you know, that takes place in the skateboarding world in Los Angeles in the mid-1990s. So it's not like a historical tale of the 90s. It's really just, that's when it, you know, when I came of age. So it's an interesting time to reflect upon 20 years later. When did you start to be confident as an actor? Well, I took an acting class in order to learn how to talk to actors, like how to direct them. And when I did that, the teachers were very positive. So it was a new experience to sort of have such positive feedback from teachers. So I guess that was like a moment where I felt, well, okay, I should maybe continue on with this, you know? You've been working with so many great directors, from Tarantino to Martin Scorsese. Was one of them more of a master? Martin Scorsese's the best director ever, so, you know, best living director for sure. So, you know, that was an honor to work with him. He seemed genuinely excited by watching the movie unfold and change, and I was, you know, impressed by everything, but I was really impressed by that openness for someone so mastered and kind of, you know, could tell everyone what to do, but he seemed genuinely excited to watch things unfold naturally. You're going to have the last word of the interview. So I would like you just to tell me a word you like, maybe because of its sounds or your state of mind, or just a word you like. Openness. L'ouverture d'esprit, gageons que Jonah Hill n'en manque pas derrière sa réserve. On peut après tout en imposer à l'écran et rester un grand timide. Cher Matthew McConaughey, dans Free State of Jones, vous jouez Newton Knight, un déserteur de la guerre de sécession qui va rassembler autour de lui des fermiers endettés et des esclaves en cavale pour former un comté libre dans le sud des États-Unis en pleine guerre civile. No man ought to tell another man what he's got to live for or what he's got to die for. I don't have the patience with 5 or 6 deserters hiding out in a swamp. You ready? Just hang 'em. Depuis la naissance du cinéma, les États-Unis n'ont jamais eu peur d'affronter leur courte existence par le biais de l'image, sur grand écran ou en série télévisée. Vous-même, mon cher Matthew, vous n'êtes pas en reste. Pourtant, là, il y a comme un problème. Gary Ross came to me with the script about 2.5 years ago. Here was this important piece of American history that I knew nothing about, never heard of it, never even heard whispers of it. Talked to people, no one else I talked to knew about it. As a script to go make a film on, I thought it was great on its own, even if it was a piece of fiction. But then I find out it wasn't fiction. And that just made it even feel like, well, we found a diamond in the rough of American history that deserves to be shared. And I wanted to come on board and be a part of sharing it. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à tomber des nues. Vos partenaires à l'écran ont tous reçu la même leçon d'histoire. Le Nord industriel contre le Sud agricole, les abolitionnistes contre les esclavagistes, Abraham Lincoln contre Jefferson David, et demain est un autre jour, comme dirait Scarlett O'Hara avant la reconstruction. Alors cette histoire de fermier du Mississippi qui se bat contre son propre camp, ça fait tâche. It's an important time in our history, something that hasn't been told before. It's unique. In that we are not familiar with the story, and it ends up touching on
the very complicated fabric of the Confederacy. And usually these stories are very black and white, that the North fought to free the slaves, and the South was fighting to hold on to slavery and chattel slavery. And you learn how the vast majority of these farmers in the South were poor white men, and that they were fighting a rich man's war. And that bit of information isn't something that we were aware of. Pour aborder cette histoire méconnue, votre réalisateur Gary Ross a profité des succès de ses grosses productions passées et pendant 10 ans, en plus du reste, il a travaillé sans relâche sur le scénario de cette relecture de la guerre civile américaine. Une immersion tant historique que technique, une histoire véridique et du pain béni pour l'acteur exigeant que vous êtes, toujours dans la quête de confiance absolue pour aborder vos rôles. A great example is this. It doesn't always happen, but ideally, if you go to work, and on day 8, I think, we did 8 takes. And as an actor, I sometimes wonder, are they seeing what I'm seeing? So I watched all 8 takes. He watched all 8 takes. I went up to him and said, write down which takes you think it is. And I'll write them down. We'll switch papers and see if we're both seeing truth and excellence. We wrote it down, handed each other a piece of paper. Both pieces of paper said, first half of take 4, second half of take 8. Well, that was like, okay, I'm in good hands. We're both seeing the same truth. We both have a similar measure of excellence. This fight's for our children and their children's children. From this day forward, we declare the land north of Pascagoula Swamps to be a free state of Jones. They're poor farmers, deserters, who, frankly, sir, don't have much to lose. I think, so when people look back and see these films, whether it's 12 Years a Slave or whether it's Free State of Jones, anything that deals with our history that is like during the Civil War or pre-Civil War, I think with today's sensibilities, people are gonna look back at those projects and wanna believe that they would be on the right side of history, right? I think people are gonna look at this and wanna relate to Newt more than some of the other guys who are doing, committing certain atrocities. The winds is shifting. And you can't fight it this time. Espérons, mon cher Matthew, qu'à moins de 2 mois des élections dans votre beau pays, le cinéma remplisse son rôle de divertissement, mais aussi de témoignage, avec ce nouvel éclairage sur l'histoire de l'Amérique. Et de notre côté, on croise les doigts pour que noirs et blancs à égalité dans un État américain ou ailleurs ne soient plus jamais sujets de fiction. Chaque semaine, dans l'Extra Interview, une personnalité nous raconte son amour pour le cinéma et la série. Aujourd'hui, c'est l'écrivain américain Douglas Kennedy, membre du jury au Festival de Deauville, qui revient sur son coup de foudre pour le cinéma et son impatience face aux séries. En fait, Douglas, moi je trouve ça super qu'on fasse cette interview maintenant, que vous vous apprêtez à sortir votre nouvel ouvrage, parce que vous racontez des expériences de vie pour répondre à des questions qui vous taraudent. Et en fait, naturellement, au fil de ces expériences, le cinéma sort comme ça. J'ai grandi dans un appart à New York, mais mes parents se sont disputés tout le temps. Ce n'est pas la tragédie du monde, c'était simplement un mariage raté. Et quand j'étais très jeune, surtout pendant mon adolescence, j'ai commencé à fuir. Et je suis devenu un grand accro de la couture. Et aussi, c'était la fin des années 60. New York était une bonne affaire culturellement. Il y a beaucoup de théâtre, des ballets de Georges Balanchine, New York City Ballet, et surtout des cinémas. J'ai découvert, par exemple, la Nouvelle Vague et Paris pour la première fois, Rivette, Chabrol, Truffaut, et aussi, des grands maîtres du cinéma italien, Bergman, les westerns de John Ford, les films noirs, les films de série B. Et tous les ans, mon anniversaire, c'est le 1er janvier, j'ai demandé à mes parents un petit cadeau, un abonnement annuel pour le musée de l'art moderne. Pourquoi? Parce que la Cinémathèque new-yorkaise est au sous-sol et 3 films par jour. Donc ça, c'était mon échappatoire, mais aussi ma passion. Vous dites quelque chose dans votre livre, vous ne parlez pas de cinéma, vous parlez des livres. Vous dites les livres nous
permettent de vérifier que nous ne sommes pas seuls. Tout à fait. Est-ce que pour vous, ça joue aussi sur le cinéma? Oh, absolument. Oui. Le cinéma, c'est un échappatoire, mais aussi c'est un miroir. Si j'ai un réalisateur préféré, peut-être c'est Hitchcock. Parce que, avec mon écriture, je suis romancier sérieux, mais aussi avec un style très accessible. Et aussi, la condition humaine, c'est partout, chez Hitchcock et chez moi aussi. Et le fait qu'on crée ses propres pièges tout le temps, ça c'est un de mes thèmes constants et ça c'est partout chez Hitchcock. Hold on, this woman seems to be trying to say something. I don't understand the language and it may be important. Would you... That's fixed him. J'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est ce voyage de réflexion. Et je parlais à un réalisateur un peu plus tôt tout à l'heure, qui disait que lui, c'est aussi ce qu'il désirait et qu'il trouvait cette satisfaction-là plus facilement dans des séries que dans le cinéma. Parce qu'il y avait cette espèce d'instant de réflexion pendant une semaine en attendant son prochain épisode et puis que ça se détendait comme ça. Vous qui aimez cette gymnastique, est-ce que vous avez cette impression-là également? Le truc avec les séries télé, en fait, je pense tout le temps d'un écrivain comme Dickens ou Balzac qui écrit des feuilletons toutes les semaines. Et ça, dans le 19e siècle, ça c'était le style. Chaque semaine, un nouveau chapitre dans un magazine, un journal, la pression immense. Mais en fait, le public attend le prochain chapitre. C'est la même chose avec les séries télé. Et heureusement, en fait, c'est un âge d'or maintenant pour la télé. C'est un grand changement parce que pendant mon adolescence et après, en fait, la télé était complètement nulle. Mais le truc, la télé américaine a complètement changé depuis, en fait, le début des diffuseurs de câble, surtout HBO. Surtout HBO. Et oui, en fait, les séries comme The Wire, Les Sopranos, Breaking Bad, qui étaient absolument extraordinaires. Pour moi, en fait, c'est très difficile semaine par semaine de voir des choses. En fait, j'achète le coffre et peut-être pendant 3 jours, en fait, je vois une saison. Mais le truc aussi, en fait, je peux voir des films, par exemple, au cinéma, pas chez moi. J'aime le fait que c'est en public. C'est comme la musique classique. Une salle de concert est préférable que chez moi, en fait. Effectivement, quand on regarde une série, bon, bah, on est tout seul ou avec ses amis dans son salon, avec ses enfants. C'est plus restreint. Mais on a quand même des émotions incroyables. On a quand même des moments, surtout aujourd'hui, comme vous dites, avec l'âge de la télé, avec des trous détectives où on reste complètement... Oui, trop détectives. Comment vous définissez cette expérience? Non, c'était super, mais aussi c'est très privé. Parce que... Et aussi, il y a des interruptions. En fait, le portable va sonner. Mes enfants sont plus âgés, mais je me souviens quand ils étaient très jeunes, en fait, il y a des interruptions. C'est une expérience différente. En même temps, en fait, c'est privé, et ça c'est intéressant aussi. Quand on lit, on est seul. Même si vous rapprochez l'expérience, du coup, un peu? Un peu, mais c'est complètement différent. Je lis tous les jours. Je voyage toujours avec des vrais livres. J'ai 5 livres ici à Deauville. Je sais que je vais pas lire 5 livres cette semaine, mais en même temps, c'est très important pour moi d'avoir des livres à côté tout le temps. Mais c'est intéressant ce que vous dites, que vous venez avec vos 5 romans, que vous avez besoin d'être... Enfin, c'est physique, en fait. Il faut que vous les voyez. C'est complètement physique. Et dans votre roman, vous expliquez que votre premier appart, c'était des affiches de cinéma, des affiches du festival de cinéma à New York. Donc il y a une espèce de... Vous créez un univers visuel qui est relié à vos hobbies. Tout à fait. Quand j'étais au lycée, je suis devenu le critique de cinéma pour notre journal. Et quand j'avais 15 ans, c'est la vérité, j'ai écrit une lettre au attaché de presse du Festival de films de New York. Et je me souviens très bien, c'était une séance en 71 du conformiste de Bertolucci. Et c'était une conférence de presse. Après, j'ai posé une question et Bertolucci me regardait. Qui est ce gosse? À quel âge vous avez quel âge? 16 ans. J'ai posé une question au sujet de l'utilisation de couleurs
dans un film qui était remarquable, et s'il y avait en fait l'héritage de Visconti. J'avais 16 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. On devrait faire ça tous les ans, Douglas, parce que vous avez trop de choses à dire et on n'a pas assez de temps. Ah, merci. Bah oui. Toutes ces grandes questions sans réponse sort le 6 octobre en librairie. Un petit peu de littérature encore avec le roman qui a reçu le prix Lucien Barrière au Festival de Deauville. Dernier feu sur Sunset de Stewart O'Nan relate les tristes derniers jours de Francis Scott Fitzgerald, brisé par l'alcool, mais qui tente néanmoins de devenir scénariste à Hollywood. Hollywood, toujours avec une leçon d'actrice qui nous est offerte par une jeune femme qui en connaît très bien les rouages, Diane Kruger, qui s'illustre dans The Infiltrator. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous en tête-à-tête avec Madame Esseri qui nous conte une histoire d'amour qui dure, celle qui unit le cinéma justement et la série. Festival de Deauville oblige, Madame Esseri vous parle elle aussi de cinéma. Ou plutôt de comment la relation entre la télévision et le ciné a évolué. Pendant des décennies, le monde était séparé en deux camps. D'un côté, celui du ciné avec ses budgets confortables, ses réalisateurs tout-puissants et ses temps de production à rallonge. De l'autre, confiné dans un écran minuscule et comptant ses dollars pour boucler les épisodes, celui de la série. Mais en 1990, tout a changé quand un cinéaste fan de télévision a profité de la liberté créative accordée par ABC, chaîne en sérieux manque de public, pour y faire exactement ce qu'il voulait. David Lynch, qui a déjà sorti 5 films à l'époque, fait de son nouvel acteur fétiche, Kyle MacLachlan, le héros d'un conte entre fantastique et surréalisme qui s'étale sur plusieurs heures. Se souciant peu du 4/3 et des limitations de production inhérentes à la télé, il brise tous les codes narratifs guindés du petit écran pour enchaîner plans larges et scènes à rallonge et faire de Twin Peaks la première série cinéma. Aujourd'hui encore, et alors que son retour est attendu pour l'an prochain, la série est considérée comme la mère des séries modernes de haute qualité et un objet culte sans âge. Dans les années qui suivent, ce ne sont plus les grands cinéastes qui font avancer la série, mais ceux qui ont grandi devant leurs films. Parmi eux, il y a David Chase, cinéphile obsessionnel qui s'ennuie depuis des années dans les bureaux de grands networks américains. Nous sommes en 1998 et ce producteur, scénariste et parfois showrunner de séries oubliées comme Almost Ground et I'll Fly Away rêve toujours de réaliser un grand film de cinéma. Lorsque l'année suivante, HBO ouvre ses portes à son dernier projet, Les Sopranos, You're late. Well, tomorrow I can be on time. But you'll be stupid forever. Hey, sit down. Sit the fuck down and shut up. Chase impose une esthétique parfaite au réalisateur de la série qu'il choisit minutieusement et mène à la baguette. Chaque travelling doit être utile et beau, chaque cadre ultra composé et chaque scène parfaitement éclairée. D'une main de fer, il forme les meilleurs réalisateurs de la télévision contemporaine, parmi lesquels Tim Van Patten, Alan Taylor et Alan Coulter échangent à jamais le visage de la série. Onion rings. Best of the state, as far as I'm concerned. Vince Gilligan, lui aussi grand amoureux de cinéma, a fait de Breaking Bad un hommage à ses idoles, des frères Coen à Stuart Rosenberg, Sidney Lumet, Sergio Leone et Michael Curtiz. Il soigne chaque plan, chaque ouverture de scène, chaque décor et libère les 24 réalisateurs de la série qui peuvent se permettre toutes sortes d'expérimentations dès lors qu'elles servent l'histoire. Et alors que sa série use et abuse de plans larges étourdissants, des paysages désertiques du Nouveau-Mexique, on imagine des barscopes et on se souvient de l'époque révolue où le 4/3 étouffait la télé. Le constat est le même devant True Detective, entièrement réalisé par le cinéaste Cary Fukunaga. Seul maître à bord, il en contrôle l'image avec autant de détails que Nick Pizzolatto en a contrôlé le scénario. Now, I tell you guys, and believe me, past a certain age, a man without a family can be a bad thing.
Fukunaga lui insuffle une puissance cinématographique indéniable qui l'a fait comparer à l'œuvre de David Fincher et à son polar noir culte Seven. Fincher, qui en plus de produire House of Cards, dont il a signé le pilote, a également largement inspiré une autre série à la réalisation pleine de cadrage épatant et de contretemps, Mr. Robot. Quick! Does she see them too? What? I like to stay on my toes. Speaking of, that's like one of the most annoying things. But what if Tyrell finds out? What will he do? He's always like, you need to slow down. Shit. There's basically no scenario in which I'm not getting killed or going to jail. Le but de la série est toujours le même, déclarer son amour au cinéma, lui montrer qu'il a changé des vies et qu'il a fait naître des vocations. Il ne s'agit pas de jalouser, mais d'idolâtrer et de rendre hommage. Comme l'a fait J.J. Abrams, producteur et scénariste de télé avant d'être un grand Manitou du cinéma, qui fait un clin d'œil plein de nostalgie au film fantastique d'aventure de son enfance avec Lost en 2004. Plus tard, en 2011, il enfonce le clou au cinéma avec Super 8, produit par son idole de toujours, Steven Spielberg. Ce même Spielberg qui raconte régulièrement ses obsessions sur le petit écran, la Seconde Guerre mondiale à travers les grandioses mini-séries Band of Brothers et The Pacific et les extraterrestres avec Disparition. Aujourd'hui, le cinéma et la série fonctionnent comme des vases communicants et les talents naviguent de l'un à l'autre. Quand Steven Soderbergh, déçu par la chute de fréquentation des salles de ciné, cherche un nouveau lieu pour raconter ses histoires, c'est vers la télévision qu'il se tourne avec The Knick, pour laquelle il porte les casquettes de réalisateur, chef opérateur et monteur. I think I see what you're getting at. But parading a horde of prostitutes through the Knick for examination would take more than a little doing. I need my women clean. I can't lose my precious inventory to disease or whore babies. My customers trust me to provide a healthy product. Quant à Martin Scorsese, il est devenu un pro des allers-retours entre petit et grand écran. Après avoir signé le pilote hallucinant de Boardwalk Empire, il en embauche le showrunner et scénariste Terence Winter pour écrire Le Loup de Wall Street, avant de lui confier son projet de cœur, Vinyl. Une série qui mériterait de se regarder sur un écran géant, tout comme la toujours impressionnante Game of Thrones, dont chaque diffusion entraîne l'explosion du serveur de HBO tant elle est demandée. Officers, kill our own men. Stand down. You! Et c'est ça aussi que viennent chercher les réalisateurs de cinéma, un public nombreux, fidèle et accro. Dans quelques jours, la série de Jonathan Nolan, Westworld, arrivera sur nos écrans. Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want. Un western futuriste ultra léché au budget et à l'ambition faramineux. On repense alors au premier western de télé, ceux qui étaient tournés en urgence sur les plateaux de cinéma, quelques jours avant leur destruction, et on réalise à quel point la route a été longue. Les artisans d'un petit écran plein de grandes idées, amoureux d'images, d'histoire et de lumière, ont su, malgré toutes les contraintes imposées par la télévision, en tirer le meilleur pour créer de petits chefs-d'œuvre et tutoyer leur idole. To work with a surgeon of his genius, it's Intoxicating? In my business, nothing good ever comes in the absence of trust. Without it, there is no loyalty. And when there is no loyalty, it never ends well. Le monde des infiltrés dans la réalité policière est très proche de celui des acteurs. Une seule personne et au moins deux identités. À la différence que quand les comédiens jouent cette performance à se dédoubler, ils ne risquent pas leur vie.
À l'occasion de la sortie de l'excellent polar Infiltrator, nous avons rencontré celle qui s'impose dans un milieu de macho. Et là, je ne parle pas de celui du cinéma, mais du grand banditisme. Damn, I need a fiancé. How many undercovers has she done? It's her first one, but she was at the top of her class. Bonjour. Bonjour Diane Kruger. Bonjour. Je vous emmène faire un tour. D'accord. On va dans un endroit qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Le monde et le travail des actrices. Allez, c'est parti. You don't have to worry about me. I'm a big girl. Sur le plateau, vous êtes plutôt du genre spontané. Vous aimez les répétitions. Comment vous travaillez, justement? En fait, ça dépend du metteur en scène. En fait, je me laisse assez guider par son désir de travail. En fait, je trouve que de toute manière, une des plus grandes difficultés, à part du rôle qu'on joue, pour nous, les acteurs, c'est de s'adapter aux metteurs en scène et leur travail est différent. Par exemple, Brad, il ne répète pas. On a fait beaucoup de séances de travail sur le scénario. On a fait des lectures. Brian, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des italiennes. On répète le dialogue, mais on n'a pas forcément répété vraiment la scène avec la caméra, la place des caméras, etc. Mais par exemple, de Quentin Tarantino, c'est la scène du bar. On l'a répété pendant 10 jours. C'était comme une pièce de théâtre, comme il y avait beaucoup de personnes. On ne savait pas forcément où les caméras ils allaient être. Mais en tout cas, tout le monde était présent et c'était vraiment répété. À quel moment vous savez que la prise que vous venez de faire est juste? Parce que le réalisateur est enthousiaste ou au contraire parce que vous ressentez à l'intérieur quelque chose que vous n'aviez jamais éprouvé dans le jeu? Oui, je pense que c'est plus une question d'intérieur. On sent quand on a ressenti la scène, quand on n'a pas joué en fait. Quand les sentiments, le sens de cette scène sont vécus et pas seulement dit quoi. Okay, here we go. Let's play this newlywed game. All right, Kathy, what do you know about your handsome fiancé, Bob? Favorite drink? He's a whiskey kind of guy. And she's a Manhattan girl. All right, that was too damn easy. All right, food she hates? Yogurt? No, I love yogurt. I thought you said you hated yogurt. I hate sour cream. And mayonnaise. Dans cet extrait, quelles sont vos intentions? Quel est le moteur de votre jeu dans la confrontation avec Bryan Cranston? Alors cet exercice-là, c'est un exercice classique qui se fait réellement avant chaque mission. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sur le même mensonge, sinon forcément on est perdu d'avance. Mais puisque c'est donc la première fois qu'elle fait ça, oui, je pense que pour elle, c'est un défi à faire. Donc elle a, comme la scène montre, elle a très bien appris tout sur la vie de Bryan. Lui, un peu moins. Donc je pense que oui, c'est un petit peu une satisfaction pour elle. She loves tennis. Football, the Bucks. Season tickets on the 20-yard line. Damn, woman, you're good. Look at that memory. All right, how'd you meet? We were friends. I was trying to fix him up with a friend of mine. He was trying to do the same. And then love struck, and we were thinking, what are we doing? And we cut out the middleman. Et on le voit, il y a des nuances dans votre jeu. Au fur et à mesure, il y a un sourire qui s'installe. Comme si, justement, elle avait réussi cet examen de passage. Et à la fin, il y a un regard. Qu'est-ce qu'il exprime, ce regard? Elle a reçu un message de son partenaire, non seulement que c'est un homme marié et qu'il ne se passera rien entre eux, et aussi, elle apprécie l'homme pour sa... Comment dire ça? Droiture. Droiture, exactement. Comme les infiltrés, vous, acteurs. C'est-à-dire, vous avez au moins 2 vies. Est-ce que jouer, justement, c'est être un autre ou, au contraire, tenter d'abolir toutes les frontières qu'il y a avec le personnage? On est quelqu'un d'autre, mais quand même avec les sentiments qui nous semblent tous communs. L'amour, la haine... la désespérance, j'en sais rien, ça c'est des choses qui nous lient. Je pense que les acteurs cherchent à trouver un personnage qui est très différent de soi-même, mais en même temps, on cherche à trouver les liens qui nous fait comprendre comment cette personne-là a pu agir autant. Vous essayez de mettre toujours un peu de vérité de vous? Ah bah oui, il faut parce que sinon c'est un faux personnage, quoi. Strangest sexual position. What? All right, I'll let you slide on that. All right, Bob, how many times you been in love? Just once. Mais alors, un acteur, c'est un artiste ou un interprète? Je pense que les meilleurs sont les deux. Pas pour moi. Vous vous sentez comment? Je ne
sais pas. Il y a des films que j'ai faits que je trouve que c'était très technique. Il fallait par un langage, ça devenait au-delà de quelque chose de ressenti. Mais j'ai fait des films où j'avais l'impression de ne pas jouer parce que la caméra était très libre. Par exemple, un film comme Sky de Fabienne Pertot qui tournait d'une manière presque comme une documentaire. C'est-à-dire que la caméra bouge tout le temps, donc en fait, vous jouez pas, vous vivez la scène parce qu'elle va être filmée très librement, vous sentez presque plus, vous voyez pas où elle est la caméra. C'est la manière un peu de Malik, par exemple, il tourne comme ça. Donc là, c'est vrai que j'ai l'impression de me dévoiler complètement parce qu'il n'y a pas vraiment un coupé, une répète, hop, on reprend la scène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas découpé là, pareil. Vous qui jouez dans 3 langues, l'anglais, le français, l'allemand, est-ce qu'on joue de la même manière? C'est très compliqué à répondre à ça parce que des fois, j'ai plus de mal avec le français, en langage, hein, en langue, parce que si je suis partie pendant un moment, ça me prend un moment de retrouver la liberté en français. Mais en même temps, j'adore jouer en français. J'ai l'impression de sortir un côté plus doux de moi. L'anglais, qui est ma deuxième langue, c'est une langue tellement facile pour moi que j'ai l'impression que je suis très vite, je suis comme une Américaine, quoi, je sais pas. Et j'ai jamais vraiment joué en allemand, ça va être la première fois cette année. Et j'espère que ça va être génial de ne pas avoir à réfléchir à ça, quoi. Dernière question, Diane Kruger, pourquoi jouez-vous? Par pur narcissisme. Je crois déjà qu'il faut être assez narcissique pour être acteur, pour être regardé. En fait, je recherche des émotions très extrêmes dans ma vie. J'ai l'impression que mes rôles sont beaucoup plus intéressants des fois que ce que moi je peux être dans la vie, quoi. Donc, de ressentir une extrême joie, une extrême colère, une extrême amour des fois, c'est excitant, c'est comme une drogue en fait. J'ai l'impression que je vis vraiment, quoi. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. On se quitte avec une ultime petite pépite découverte au Festival de Deauville. Brooklyn Village de Ira Sachs est une chronique douce amère, une histoire d'amitié entre 2 adolescents mis à mal quand leurs parents respectifs s'affrontent sur une histoire d'héritage. I don't want to move to Brooklyn. Is that woman waiting for us? No, she rents the store downstairs. I'm so sorry. My father was such a wonderful man. Thank you. My son, Antonio. I can show you around. You know, you're gonna like this neighborhood. It's become a very bohemian area. Un film plein de bienveillance et sans effet de manche qui fait vraiment du bien. D'ailleurs, nous aussi, la semaine prochaine, on compte bien vous rendre heureux avec notamment la présence d'Ethan Hawke et Xavier Dolan. Allez, salut!